cas, je salue toutes et tous qui êtes à l'autre bout de vos claviers. Donc, moi, j'ai la tâche de vous présenter quelques aspects choisis de la révision de la loi sur la protection des données. On s'est mis d'accord avec les organisateurs de cet événement sur les quelques aspects qu'on va aborder dans le cadre de ce webinaire. Évidemment, ça n'aurait pas été possible de traiter l'intégralité de la révision de la LPD. Alors, les aspects qui ont été décidés de traiter ce soir, c'est quelques mots sur l'état de la situation, donc du point de vue du calendrier, où est-ce qu'on se situe. Quelques mots aussi sur les questions des relations avec l'Union européenne et en particulier la décision d'adéquation. Puis d'aborder plus, disons, des aspects techniques en parlant des questions de consentement, données sensibles, profilage et profilage à risque élevé, puisque c'est une nouvelle notion qui va probablement voir le jour dans le cadre de cette nouvelle loi. Et enfin, de traiter de la question du devoir d'informer. Donc, avant que j'entre dans le vif du sujet, je vous fais juste encore deux mini-remarques liminaires. La première, c'est que vous le savez, en tant que fonctionnaire fédéral, je suis tenu à un certain devoir de réserve qui fait que je ne pourrai pas nécessairement répondre à toutes les questions ou donner des informations toujours de détail. Et puis, l'autre élément qui fait qu'il n'y aura pas toujours des informations de détail, c'est que le projet est encore dans les mains du Parlement. Donc, ça nous laisse encore un certain nombre d'incertitudes sur quelques points. Donc, voilà pour les remarques liminaires. Donc, pour commencer, quelques mots en lien avec le calendrier et la question de savoir où on en est. Donc, toute la question de la révision de la protection des données s'inscrit en réalité dans un cadre plus global que la seule révision de la loi sur la protection des données. Et donc, il y a, disons, trois projets qui se déroulent plus ou moins en parallèle. Le premier, c'est celui que vous voyez figurer sous la flèche rose et qui traite de la question de la reprise de la directive de l'Union européenne, la directive 2016-680, qui fait partie de l'acquis de Schengen pour laquelle la Suisse s'est engagée à reprendre. Et donc, dans ce cadre-là, ça a nécessité de modifier un certain nombre de lois. En premier lieu, évidemment, la loi sur la protection des données, mais aussi d'autres lois plus spécifiques comme le code pénal, le code de procédure pénale. Donc ça, c'est des révisions ponctuelles qui ont déjà eu lieu et qui sont entrées en vigueur au 1er mars de l'année passée. Deuxième point principal de notre calendrier, c'est évidemment la révision de la loi sur la protection des données. Donc un message a été déposé par le Conseil fédéral en septembre 2017 et puis les chambres ont commencé à prendre le projet en main à partir de septembre de l'année passée. Et donc, on est maintenant dans la phase qu'on appelle parlementaire d'élimination des divergences, puisque d'abord le Conseil national s'est saisi du projet, il est passé au Conseil des États, et on est dans ces navettes entre les deux chambres pour discuter des différents points. Donc, le Covid est aussi passé par là. Vous savez que le Parlement a dû suspendre sa session du mois de mars et qui a fait une session extraordinaire qui n'a pas du tout traité des questions de la protection des données, qui se sont uniquement consacrées aux questions Covid dans la session extraordinaire. Donc c'est le Conseil des États qui va reprendre à la session de juin le projet de révision de la LPD. Et donc on ne sait pas encore avec certitude à ce jour si la LPD pourra être adoptée dans sa forme révisée dans la session d'été, donc au 19 juin, le dernier jour de la session, ou si ça ne pourra être fait qu'à la session d'automne. On ne peut pas se prononcer de manière certaine. Pour l'instant, le Conseil national n'a pas agendé la loi sur la protection des données à sa session d'été, donc on a plus de probabilité de tendre vers la session d'automne, mais c'est sans certitude à ce stade. En plus de ça, en parallèle, nous, au sein du Conseil fédéral et en particulier de l'Office fédéral de la justice, on travaille à la préparation des ordonnances qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de la loi. Et donc, on travaille dessus depuis un moment, mais la préparation des ordonnances va aussi prendre pas mal de temps parce que la procédure d'adoption de ces normes va passer par le même chemin, si vous voulez, de procédure législative que la loi. Donc, on aura non seulement une procédure de consultation interne à l'administration fédérale, mais aussi une procédure de consultation externe. Et ça, c'est peut-être un point qui peut intéresser des personnes parmi vous, puisque ça sera donc l'occasion aussi pour les milieux intéressés de pouvoir se prononcer sur le contenu des ordonnances et des actes d'application de la loi. Donc, ce sera encore une étape dans le cadre de la préparation des ordonnances, puis ces ordonnances devront aussi être soumises encore aux commissions des institutions politiques du Parlement en principe. Donc, il reste encore du travail, du pain sur la planche avant qu'on arrive à l'adoption de ces normes.
Et donc, en ajoutant à ça encore le temps qui est nécessaire de mettre à disposition pour les administrés, donc pour les entreprises en particulier, pour se mettre en conformité avec le nouveau droit, on estime une entrée en vigueur de la loi plutôt et des ordonnances plutôt en 2022. Voilà, donc pour le deuxième sèche, que vous voyez qui est ajouté d'une étoile qui, en parallèle du point de vue temporel, traite de la décision d'adéquation, dont je vais vous parler tout à l'heure en quelques mots. Et puis troisième paquet qui n'est pas sans importance non plus, c'est la question de la ratification par la suite du protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe, la Convention 108+, comme on l'appelle souvent. Et donc pour cet objet-là aussi, le Conseil fédéral a déposé un message à la fin de l'année passée et les chambres ont commencé à délibérer sur cet objet ce printemps et vont continuer à le faire. Et c'est assez important que les chambres traitent de cette question et adoptent ce protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe, puisque dans le cadre de la décision d'adéquation sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, l'adoption par l'État tiers que nous sommes de ce protocole additionnel joue un rôle important. Voilà, ça me permet de passer donc au deuxième point, qui est celui de la relation avec l'Union européenne, en particulier de la décision d'adéquation. Donc, vous le savez, la Suisse est considérée par les États membres de l'Union européenne comme un État tiers lorsque les données sont échangées dans le secteur privé. Et donc, en l'an 2000, l'Union européenne, par le biais de sa commission, a rendu une décision d'adéquation envers la Suisse, qui est une décision qui continue à s'appliquer depuis l'entrée en vigueur du règlement, mais qui est soumise à un réexamen régulier par la Commission européenne et qui donc nécessite un suivi périodique. Il faut donc que notre législation soit, dans le cadre de ce nouvel examen, estimée conforme au droit en vigueur dans le cadre du RGPD. Donc, la procédure de réexamen de la Suisse a débuté au printemps de l'année passée, en 2019, en même temps que d'autres États qui sont considérés comme des États tiers. Et donc, dans ce cadre, l'Office fédéral de la justice a fait un premier rapport en collaboration avec d'autres organes de l'administration fédérale et a rendu son rapport aux autorités de l'Union européenne, a eu plusieurs rencontres informelles avec les autorités, a dû encore répondre aussi à des questions complémentaires qui ont été posées par la Commission européenne. Et puis, la Commission européenne, pour l'instant, est en train donc d'examiner notre dossier avec plusieurs issues possibles, évidemment. L'idée, c'est qu'en principe, l'examen doit porter sur le droit actuellement en vigueur, donc sur la LPD qu'on connaît, mais la Commission européenne, elle s'est exprimée en faveur dans l'idée qu'elle va tenir compte probablement aussi de la révision de la loi, parce que la LPD actuelle n'est pas satisfaisante pour remplir les conditions de conformité au RGPD. Donc l'idée, c'est que la Commission européenne tienne aussi compte de la révision en cours, mais à condition toutefois que les travaux de la loi, de la révision de la loi, soient bien avancés ou sur le point d'aboutir. Donc toutes les issues sont en réalité possibles à ce stade. Il y a quand même, en tout cas de notre côté, une estimation ou un espoir que la décision d'adéquation sera confirmée peut-être avec des clauses de réexamen qui seront liées à, d'une part, l'adoption de la loi par le Parlement, mais aussi éventuellement à l'échéance d'un éventuel délai référendaire si le référendum devait être demandé. Donc on voit que dans le cadre de cette décision d'adéquation, il y a un certain caractère d'urgence de la révision de la loi en cours qui est important. Donc, du point de vue du calendrier, initialement, la Commission européenne aurait dû rendre sa décision fin mai, d'ailleurs c'est 6 jours en particulier, mais là aussi, le Covid étant passé par là, on a un peu de retard dans la procédure, mais ça va arriver sous peu que la Commission européenne pourra se prononcer sur ces questions-là. Voilà donc pour ce point-là. Maintenant, j'entre plus dans le vif du sujet en parlant un peu de certains points particuliers de la révision de la LPD. Donc, je voulais vous parler de ces différentes notions qui sont le consentement, les données sensibles, le profilage et le profilage à risque élevé, qui sont en fait des notions qui sont un peu imbriquées les unes avec les autres. Et je vous propose un premier aperçu général pour un peu voir comment est-ce que ces différentes notions s'imbriquent les unes avec les autres. Donc, je rappelle juste brièvement le principe général de la protection de la personnalité,
qui, sur le principe, interdit des atteintes illicites à la personnalité lors du traitement des données personnelles, avec, ça c'est les principes qui sont régis par l'article 26 du projet de loi, qui mentionne aussi quelles sont justement ces atteintes possibles, par exemple, traiter des données de manière disproportionnée pour d'autres finalités que c'est l'annoncé, etc. Et puis ensuite, on a un projet d'article 27 du projet de loi qui rappelle que dans certains cas, il est possible de prévoir des motifs justificatifs, donc des motifs qui vont supprimer le caractère illicite de l'atteinte, pas l'atteinte en tant que telle, mais qui vont supprimer son caractère illicite, donc rendre l'atteinte possible. Et donc, sont listés de manière alternative 3 motifs: le consentement, un intérêt prépondérant du responsable de traitement privé ou public, et puis les bases légales. Donc, c'est plutôt les 2 premiers aspects, la question du consentement et de l'intérêt prépondérant, que je vais aborder dans les prochains points. Alors, pour ce qui concerne d'abord le consentement, le projet du Conseil fédéral pour réviser cette question du consentement était assez proche de ce qu'on connaît actuellement dans la loi sur la protection des données. Il n'avait pas l'intention de changer grandement ces principes de base, avec cette idée que le consentement pour le traitement des données personnelles n'est toujours pas requis de manière générale dans le droit suisse, ce qui est un des principaux points sur lesquels on se distingue du droit européen. Et puis, vous voyez ici que le Conseil national d'abord a décidé de modifier l'alinéa 6, le Conseil des États l'a suivi, donc cet alinéa 6 en principe n'est plus sujet à des discussions. Et puis l'alinéa 7 est proposé par le Conseil des États en complément. Et là, on voit dans le cadre de ce 7e alinéa, donc de l'article 5 du projet de loi, que dans les cas où le consentement qui est requis doit être express, on a 3 cas qui sont mentionnés. Quand on est dans un cas de données sensibles, ça ne change pas par rapport à ce qui est actuellement. Donc le consentement, quand il est requis dans un tel cas, il doit être exprimé de manière express. Et puis, on a ajouté ces 2 possibilités encore pour les cas des profilages et du profilage à risque élevé, avec une distinction donc en fonction de si c'est l'organe fédéral ou la personne privée qui fait ce profilage. Donc, avec un simple profilage pour l'organe fédéral et puis un profilage à risque élevé. Donc, cette question de profilage à risque élevé, c'est encore un point sur lequel je reviens tout à l'heure pour savoir ce qu'il en est. Et donc, on voit à ce stade que cette question du profilage à risque élevé, c'est encore un point qui est ouvert au sein des chambres fédérales. Et donc, pour l'instant, cet alinéa 7 est encore soumis et encore incertain, puisque ça dépendra si les chambres se mettent d'accord sur une définition du profilage à risque élevé. Ensuite, dans le cadre des possibilités aussi de justifier des atteintes au principe à la personnalité, on a cet article 27 alinéa 2 qui présente une liste exemplative des traitements qui sont susceptibles de représenter un intérêt prépondérant du responsable de traitement. Donc, on a une sorte de catalogue qui a été préparé. Et puis, globalement, on peut dire que cet article 27, il correspond à la norme en vigueur, avec quelques réserves, en particulier de modifications, en particulier à la lettre C, ici, que je vous propose de regarder un peu plus en détail, qui est le cas dans lesquels les responsables de traitement veulent évaluer la solvabilité de la personne concernée. Et là, on voit qu'il y a donc 4 conditions qui doivent être remplies pour qu'un contrôle de solvabilité soit considéré comme étant un intérêt prépondérant. Les chiffres 1 et 2 sont des chiffres qui se trouvent déjà dans le droit actuel, à ceci près que vous voyez qu'on ne parle plus de profil de la personnalité, qui est la terminologie du droit actuel, mais que ça a été remplacé de nouveau par cette nouvelle notion de profilage à risque élevé, alors avec la même réserve qui est toujours celle de savoir si les chambres vont trouver un accord, ou quel accord les chambres vont trouver en termes de définition de cette question de profilage à risque élevé. Mais pour le reste, les chiffres 1 et 2 sont les mêmes que ceux qu'on a dans le droit actuel. Le Conseil fédéral avait, en ce qui concerne le chiffre 3, proposé d'ajouter une durée pendant laquelle les données peuvent être utilisées pour protéger les personnes concernées, sachant que c'est une atteinte quand même assez importante à la personnalité des gens. Et donc, le Conseil fédéral a proposé de mettre une durée
5 ans. Le Conseil national propose d'augmenter cette durée à 10 ans. Pour l'instant, le Conseil des États maintient la proposition du Conseil fédéral de 5 ans. Donc, on va voir ce qu'il va advenir. Et puis, nouveau chiffre 4 aussi, la personne concernée doit être majeure. Ça, c'est aussi un élément qui est introduit dans les principes généraux de la révision de la loi sur la protection des données, qui consiste à améliorer la protection des personnes mineures. Voilà donc pour ces aspects-là de motifs qui pourraient justifier des intérêts prépondérants. Je vous propose de passer sur ces slides-là qui vous donnent les indications complémentaires sur lesquelles je ne m'arrête pas. Et puis, j'arrive maintenant aux définitions, qui sont des éléments sur lesquels les deux chambres sont encore en train de discuter. On a notamment dans les cadres des premières définitions la question des données personnelles sensibles. Alors là aussi, par rapport au droit en vigueur, les chiffres 1, 2, 5 et 6 de cette proposition de nouvel article 4 subissent très peu de modifications. On a simplement rajouté l'origine ethnique au chiffre 2 pour être en conformité avec le règlement européen. Mais les chiffres 3 et 4 sont deux chiffres novateurs et là aussi pour être d'une part en conformité avec le droit européen, mais aussi évidemment pour suivre l'évolution technologique. Donc, les chambres sont d'accord sur le chiffre 4 et les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique, avec cette précision donc d'identifier la personne physique de façon unique. On entend par là les questions d'empreinte digitale ou d'image faciale ou de lecture de l'iris, par exemple, mais des données qui nécessitent un traitement technique spécifique pour identifier la personne. Donc, une simple photographie, par exemple, ne tombe pas là-dessous, pas dans le cadre des données sensibles. Pour ce qui concerne les données génétiques, les chambres ne sont pas encore d'accord sur la formulation. Le Conseil national propose d'ajouter à la suite de données génétiques une précision qui dit que ces données génétiques doivent permettre d'identifier sans équivoque les personnes physiques, donc un peu dans le même sens de ce qu'on a pour les données biométriques. C'est probablement moins nécessaire que pour les données biométriques, puisque en principe, les données génétiques identifient de toute façon les personnes physiques. Pour ce qui est ensuite de la question du profilage, alors ça, c'est une notion qui a été proposée par le Conseil fédéral, en particulier pour sortir de cette spécificité helvétique que l'on connaît actuellement dans le cadre de la définition de profil de personnalité, hein, qu'on a à l'article 3 de la LPD. Et puis, donc d'une part, pour se rendre plus eurocompatible, mais aussi pour ne pas traiter la question du profil de personnalité qu'on connaît maintenant vraiment sous forme d'un résultat de traitement, quelque chose de statique, mais pour aller vers une définition qui prend en compte le processus, donc vers quelque chose qui est plus dynamique, avec la précision aussi que le profilage consiste en un traitement automatisé des données personnelles. Donc ça, c'est la nouvelle définition qui a été proposée par le Conseil fédéral, légèrement modifiée par le Conseil national, mais sur laquelle les deux chambres sont tombées d'accord. En plus de cette notion de profilage, le Conseil des États a proposé d'ajouter une nouvelle notion qui est celle du profilage à risque élevé. Donc, vous le voyez dans la colonne de gauche, la définition proposée de ce profilage à risque élevé par le Conseil des États, qui, comme vous pouvez le lire, s'attache plus à la forme du traitement. Donc, on voit que c'est l'appariement systématique de données ou le traitement de données systématiques et à grande échelle, que vraiment à son résultat. Et le Conseil national a décidé d'amener une contre-proposition en définissant le profilage à risque élevé comme tout profilage aboutissant à des données personnelles sensibles. On a, avec cette proposition du Conseil national, un peu des doutes sur la question de savoir quelle serait la protection supplémentaire apportée par cette définition et par ce concept, puisqu'en réalité, les données personnelles sensibles sont déjà juridiquement plus protégées, soumises à des règles plus strictes. Et puis aussi, on se pose la question de savoir ce que ça va apporter dans le sens où il est déjà possible qu'un profilage entraîne un risque élevé pour la personnalité, sans nécessairement englober des données sensibles. On peut penser par exemple aux données de déplacement qui ne sont pas considérées comme des données sensibles, mais qui peuvent conduire à des profilages. Et puis c'était aussi le cas
de l'arrêt que le tribunal administratif fédéral avait rendu, l'affaire qu'on appelle Money House, dans lequel en fait cette maison avait traité des données qui n'étaient pas sensibles, mais qui étaient plutôt anonymes, mais qui avaient quand même conduit à une atteinte à la personnalité. Donc sur la base un peu de ces critiques et de cette discussion qui évolue entre les deux chambres, tout récemment, la semaine passée, la commission des institutions politiques du Conseil des États, qui était en train de faire sa lecture du projet de révision, a fait une nouvelle proposition de formulation de ce profilage à risque élevé, qui là s'attache à la fois à la forme, sur donc, la question de l'appariement des données, et aussi sur le résultat, l'appréciation des caractéristiques essentielles de la personnalité de la personne physique. Donc cette nouvelle proposition de définition, elle rejoint un peu plus ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant des profils de la personnalité de l'article 3 actuel, mais elle permet aussi de maintenir le niveau de protection actuellement en vigueur tel qu'il a été défini justement dans le cadre de cette affaire Money House. Donc, à voir si cette nouvelle proposition va convaincre la commission des institutions politiques du Conseil national et puis évidemment les deux chambres dans leur plénum. Voilà pour ces éléments-là. Encore un mot sur la question du devoir d'informer. On a donc un projet de nouvel article 17 qui traite de cette question du devoir d'informer. Donc, ce qui est novateur par rapport au droit actuel, c'est que c'est une disposition commune qui comprend les différents devoirs d'informer qui étaient répartis dans le cadre de la loi actuelle entre les articles 14, 18 et 18A de la loi actuelle, donc qui étaient scindés entre, d'une part, les devoirs d'informer des personnes privées et d'autre part, le devoir d'informer des organes fédéraux. L'idée là, c'est d'avoir une disposition qui évite les doublons et qui harmonise les exigences du devoir d'informer pour les différents responsables de traitement, qu'ils soient privés ou publics. Cette nouvelle formulation du devoir d'informer de l'article 17 s'inscrit aussi dans les exigences du droit européen, donc se rapproche aussi de ce qui est exigé dans le cadre de la directive et du règlement. L'objectif de cette nouvelle formulation aussi, c'est d'augmenter la transparence des traitements, de renforcer les droits de la personne concernée, puis aussi, de manière peut-être plus générale, de sensibiliser la population à ces questions. Alors, vous voyez au premier alinéa que cette proposition de nouvel article s'intéresse plus à la manière d'informer, la précision que l'information doit se faire de manière adéquate a été ajoutée par le Conseil national dans le cadre de sa révision. Le Conseil des États ne s'y est pas opposé, donc cette formulation en principe est là aussi définitive. L'idée, c'est donc de tenir compte du fait que la personne concernée puisse effectivement prendre connaissance de l'information par un moyen qui soit facilement accessible, mais ça ne signifie pas qu'on doit s'assurer que la personne s'informe effectivement. Et puis le deuxième alinéa de cet article 17, projet d'article 17, il porte plus sur le contenu, donc quelles sont les informations qui doivent être fournies à la personne concernée. On a les trois premières lettres qui sont, disons, les éléments assez classiques, et puis une proposition du Conseil des États d'augmenter cette liste avec les lettres D et E. Pour l'instant, le Conseil national a décidé de ne pas suivre la proposition du Conseil des États, et la semaine passée, la Commission des institutions politiques du Conseil des États s'est ralliée à la position du Conseil national, donc une certaine probabilité que cette liste ne soit pas augmentée des lettres D et E. Ici, peut-être juste un mot sur un des éléments qui fait partie désormais donc, du devoir d'informer lors de la collecte des données personnelles, c'est le chiffre 4 qui précise que lorsque les données personnelles sont communiquées à l'étranger, le responsable de traitement doit communiquer à la personne aussi le nom de l'État ou de l'organisme international en question. Et dans le cas où les États en question n'ont pas un niveau de protection des données qui serait adéquat, quelle garantie est-ce que le responsable de traitement entend utiliser pour faire en sorte que cette transmission des données soit respectueuse du droit de la protection des données. Donc ça, c'est un élément qui
correspond plus ou moins à ce qu'on trouve dans les exigences du RGPD, en particulier à l'article 13 alinéa 1, si je ne me trompe pas, c'est la lettre F. Donc, ce n'est pas un point qui est particulièrement différent de ce qu'on trouve dans le droit européen. Je peux encore dire 2 mots sur le devoir d'informer. Il y a encore un article qui vient préciser le devoir d'informer en cas de décision automatisée. C'est le projet d'article 19. Et puis, le projet d'article numéro 18, lui, vient donner une liste assez longue des questions dans lesquelles le devoir d'informer ne doit pas être respecté et ou peut être restreint ou différé. Donc, on voit que cette question du devoir d'informer est assez complexe parce qu'elle nécessite passablement de précision. Ce que je voulais encore juste dire, ce sera mon dernier mot sur cette question du devoir d'informer, c'est qu'il n'est pas intéressant de souligner que ces informations qui doivent être communiquées à la personne concernée sont à peu de choses près les mêmes que celles qui devront figurer dans le registre des activités de traitement. C'est donc un nouveau concept, ce registre des activités de traitement, qui est prévu par l'article 11 du projet de loi et qui demande aux différents responsables de traitement, ainsi que pour certains éléments aux sous-traitants aussi, de tenir un registre avec les différentes activités de traitement. Et on voit donc que ce devoir d'informer, c'est des informations qui, en principe, devront de toute façon figurer aussi dans le registre des activités de traitement. J'ai mis une petite étoile parce qu'il y a une exception à cette obligation de tenir un registre des activités de traitement qui est prévue pour les entreprises qui emploient moins de 250 personnes, pour autant toutefois que le traitement qu'elles effectuent ne présente qu'un risque limité pour les atteintes à la personnalité. Donc, dès qu'il y aura un traitement qui de toute façon présente des risques d'atteinte à la protection de la personnalité, cette exception ne sera de ne pas devoir tenir un registre des activités de traitement n'aura plus lieu. Voilà donc pour, je crois, les différents éléments que je voulais vous présenter. Oui, j'ai fait le tour de la question et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Mathey. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Il y a une question qui est arrivée dans le Q&A, donc n'hésitez pas, tous les autres participants, à envoyer vos questions dans le Q&A. On les reprendra dans la mesure du possible dans la table ronde. Alors, j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à l'équipe du Practice Group Protection des données de Auberson-Abels, Antoine Amiguet, Philippe Fischer et puis Marine Largan. Je crois que c'est Antoine qui commence avec les aspects de droit pénal. Antoine, la parole est à toi. Merci beaucoup Pierre-Marie. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que, et je vais vous passer la slide, c'est mieux avec ça. Voilà, pardon. Il faut donc rappeler que les violations de la LPD sont réprimées en premier lieu par des sanctions civiles. Les dispositions pénales de la LPD visent à renforcer le respect de certaines obligations seulement, celles qui sont considérées par le législateur comme essentielles. À noter également qu'il existe de nombreuses autres dispositions pénales qui protègent directement ou indirectement les données personnelles. Ces dispositions se trouvent aussi bien dans le Code pénal, par exemple aux articles 320 et 321, qui concernent la violation du secret de fonction et du secret professionnel, que dans des lois spéciales, comme la loi sur les banques à l'article 47 ou la loi sur la concurrence déloyale à l'article 6. Donc, cette petite liste que vous trouvez sur la slide qui s'affiche à l'instant n'est de loin pas exhaustive, mais elle donne quand même une bonne idée de l'existence de ces autres dispositions pénales. Enfin, un dernier élément à noter, c'est que les risques réputationnels constituent aussi une incitation importante à respecter la loi. On voit les dégâts d'image que des leaks peuvent amener. On l'a vu tout récemment avec le cas de EasyJet. La loi révisée prévoit 9 comportements punissables aux articles 54 et suivants du projet. Dans ces 9 compartiments, 5 existaient déjà
plus ou moins dans le texte actuel, donc qui ne sont pas nouvelles. Et par contre, 4 de ces comportements sont nouveaux. C'est ceux qui apparaissent dans les cases grisées du tableau qui s'affiche à l'instant. Un point commun de toutes ces infractions, c'est qu'elles doivent être commises de manière intentionnelle pour être punissables. Et ça, c'est un élément différent du droit de l'Union européenne, notamment celui qui est prévu dans le RGPD, puisque le RGPD sanctionne également des comportements commis par négligence. En principe, ces infractions sont poursuivies sur plainte, exceptionnellement d'office, et le lésé, qui sera en général la personne concernée, dispose d'un délai de 3 mois pour déposer plainte. Alors, sans rentrer dans le détail de ces 9 comportements, on peut les regrouper dans 4 grandes catégories. La première est constituée de la violation des obligations d'informer, dont Mme Mathey nous a parlé à l'instant. C'est par exemple la fourniture intentionnelle de renseignements inexacts ou incomplets en réponse à une requête d'accès. Typiquement, ça constitue donc un comportement punissable au sens de l'article 54 du projet de LPD. Une deuxième catégorie est constituée par la violation de certains devoirs de diligence, par exemple en communiquant intentionnellement des données personnelles à l'étranger sans respecter les obligations applicables au transfert transfrontalier de données personnelles. La troisième catégorie est constituée par la violation de devoirs de discrétion, par exemple en révélant intentionnellement toujours les données personnelles secrètes, et ça c'est vraiment le mot-clé, et il ne faut pas qu'il s'agisse de n'importe quelle donnée, mais de données secrètes, donc qui ont été acquises dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données. Par exemple, on pense à la profession de thérapeute, psychologue, par exemple, donc des professions qui ne sont pas visées déjà par l'article 321 CP. Cette disposition, donc l'article 56 de la nouvelle LPD, vise justement à combler les lacunes actuelles de l'article 321 CP. Enfin, dernière catégorie d'infraction, c'est l'insoumission à une décision du préposé ou des autorités de recours. Les personnes qui sont punissables, donc les auteurs qui sont visés par ces infractions, ce sont tout d'abord des personnes physiques. Donc ce sont les personnes qui vont commettre elles-mêmes l'infraction, par exemple en donnant de fausses informations, ou les personnes qui les ont instigées à commettre cette infraction. L'instigation est également punissable. Le message à l'appui de la révision précise qu'en principe, les personnes visées sont des personnes qui ont une position dirigeante dans l'entreprise, qu'il s'agit d'une entreprise, et donc ce ne sont pas nécessairement les petites mains qui sont visées par ces dispositions pénales. À certaines conditions, la responsabilité pénale de l'entreprise peut être engagée selon les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur la loi fédérale sur la procédure pénale administrative. Donc est visé notamment le chef d'entreprise qui omet de prévenir une infraction commise par un subordonné, ou la société elle-même lorsque l'amende qui est envisagée est inférieure à 50 000 francs et que les mesures nécessaires, d'enquête nécessaires pour déterminer qui au sein d'une entreprise est le véritable auteur de l'infraction serait disproportionné par rapport à l'amende envisagée. Les autorités compétentes pour poursuivre et sanctionner sont les autorités de poursuite et de jugement cantonales. Il ne s'agit pas du préposé, ce qui est donc une différence par rapport au droit européen. Dans la plupart des États de l'Union européenne, c'est l'autorité de surveillance en matière de LPD qui a ce pouvoir de sanctionner. La Suisse a décidé de ne pas donner ce pouvoir aux préposés, parce que ça aurait, essentiellement pour des raisons de coût, ça aurait nécessité de fournir beaucoup plus de ressources à l'office du préposé, et le Conseil fédéral, en tout cas, n'a pas voulu faire
cette démarche. Mais le préposé garde un pouvoir de dénonciation et il est aussi partie à la procédure, ce qui lui permet, le cas échéant, de faire recours contre une décision d'une autorité, d'une cour cantonale, afin d'assurer une uniformité de l'application des dispositions de la LPD en Suisse. Enfin, la peine, elle est donc une amende qui est de 250 000 francs au plus, qui représente quand même une augmentation importante par rapport au droit actuel. Je rappelle que actuellement, ces infractions à la LPD sont passibles d'une amende de 10 000 francs au maximum, mais ça reste encore des montants bien inférieurs à ceux qui sont prévus dans le droit de l'Union européenne, notamment dans le RGPD, puisque là, on parle d'amendes de 20 millions d'euros ou de 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise visée, le chiffre le plus élevé étant retenu. Enfin, petit détail encore technique, donc il s'agit, la nature de cette amende est pénale et pas administrative, ce qui permet donc de garantir aux auteurs présumés des garanties de procédure pénale, et ça aussi, ça représente une différence par rapport au droit de l'Union européenne, puisque dans le RGPD, la sanction, donc ces amendes très élevées, sont des amendes de type administratif. Voilà, j'en ai fini avec ma brève présentation des dispositions pénales de la LPD, et je passe tout de suite la parole à Philippe qui va nous présenter le principe de conformité ou, en bon français, le principe de l'accountability. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, merci beaucoup Antoine pour ta présentation. Et le deuxième flash que nous vous proposons, le deuxième flash de 10 minutes que nous vous proposons dans le cadre de cette deuxième partie de notre webinaire a trait à ce principe de conformité ou accountability, qui effectivement peut sembler être un concept relativement abstrait, mais qui peut devenir aussi extrêmement concret lorsque l'on reçoit une lettre du type de celle que nous avons reproduite sur la slide que vous voyez devant vous, qui est évidemment un exemple fictif, mais basé sur des cas réels auxquels nous avons été confrontés et qui montre le type de questions qu'une autorité de contrôle dans l'Union européenne peut poser à un responsable de traitement, donc à un data controller, pour évaluer sa conformité au RGPD. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, évidemment, ce type de courriers ne sont pas usuels en Suisse, mais on s'attend clairement que dans le cadre de la révision de la LPD qui est à bout touchant, comme ça a été évoqué par Mme Matet tout à l'heure, le préposé fédéral, qui disposera de nouveaux pouvoirs dans le cadre de cette révision, sera également amené à écrire ce type de courrier à des responsables de traitement. Ce principe d'accountability qui est fixé dans le RGPD expressément ne se retrouve certes pas tel quel dans la nouvelle LPD révisée, donc la lettre de la nouvelle LPD ne le reflète pas, mais clairement son esprit, et donc ce principe doit, à notre sens en tout cas, également être pris en compte dans le cadre des travaux de mise en œuvre de la nouvelle LPD suisse. Et je crois que si on prend un tout petit peu de recul, ce principe d'accountability est l'expression finalement d'un changement d'approche assez fondamental s'agissant des règles en matière de protection des données, où on passe d'un monde dans lequel la preuve de la conformité était essentiellement apportée par des filings ou des notifications faites auprès d'autorités de contrôle, à un monde dans lequel chaque responsable de traitement, chaque entreprise doit être en mesure en tout temps de prouver sa conformité et ne peut plus d'une certaine manière se reposer entre guillemets sur des filings ou des notifications qui avaient été faites. C'est quelque chose un basculement auquel on a déjà assisté dans l'Union européenne et c'est un basculement auquel on assistera également en Suisse. Comme vous savez, sous l'empire de la LPD actuelle, on a toute une série de dispositions qui prévoient des notifications aux préposés, par exemple pour le recours à des clauses modèles en cas de transfert de données personnelles à l'étranger, ou bien en matière de déclaration de certains fichiers de données personnelles. Donc, essentiellement, la preuve de la conformité passe par des déclarations qui sont faites aux préposés. Et ce système sera amené à disparaître dans le cadre de la future LPD et sera remplacé par une sorte d'obligation, entre guillemets, à charge de chaque responsable de pouvoir prouver sa conformité et donc également de pouvoir répondre à des courriers du type de ceux que nous avons projetés à titre d'exemple sur cette slide.
Et on voit, en fait, en regardant ce courrier, qui à nouveau est un exemple fictif, mais basé sur des situations tout à fait réelles, les deux principaux axes qui, à notre sens, doivent être reflétés dans le cadre de la mise en œuvre de ce principe. On a d'une part un axe qu'on appellerait de gouvernance, et c'est les points 1 et 2 que vous avez sur l'exemple de courrier qui est projeté à l'instant, et des exigences en matière de documentation. S'agissant de la gouvernance, et j'en parle très brièvement, mais juste pour mettre en lumière 2 points, au niveau de l'Union européenne, nous avons l'impression que les autorités de contrôle, s'agissant de cette fonction de Data Processing Officer qui est prévue dans un certain nombre de cas dans le RGPD, accordent une importance particulière à 2 éléments. D'une part, l'indépendance de cette fonction et notamment sa capacité d'avoir une reporting line directe vers les plus hautes instances hiérarchiques de l'entreprise et d'autre part, son intégration effective dans les processus opérationnels. Et on voit à titre d'exemple, et c'est tiré d'un cas réel, l'exigence de l'autorité de contrôle, c'est le 3e bullet point sous le 1, d'obtenir une copie des procès-verbaux des réunions auxquelles le DPO a participé pour examiner si le DPO a un vrai impact et est réellement intégré dans les processus. Évidemment, en droit suisse et même sous l'empire de la LPD révisée, on n'a pas ce concept d'une obligation de nommer un Data Protection Officer, mais par contre, la nomination d'un tel rôle permet d'obtenir un certain nombre d'allègements réglementaires, notamment s'agissant de l'obligation de soumettre des Data Processing Impact Assessments aux préposés, mais il n'en demeure pas moins, d'une part, que pour les entreprises suisses qui sont soumises au RGPD en raison de leur activité, ces exigences en matière de gouvernance sont très importantes, et même pour les entreprises suisses rares, probablement qui n'ont aucun lien avec l'Union européenne, elles devront en toute hypothèse réfléchir à attribuer une fonction de responsable en matière de protection des données à une personne en leur sein. L'autre volet, donc le premier volet est la gouvernance, l'autre volet est la question de la documentation d'un certain nombre de processus ou de directives internes. Et là également, je pense qu'on peut faire preuve d'un certain pragmatisme et ne pas nécessairement réinventer tous les processus, mais surtout examiner les processus qui existent au sein des entreprises, réfléchir quels sont les ajustements auxquels on doit procéder et surtout documenter ces ajustements. Et un autre point qui me semble très important à signaler avant de rentrer un tout petit peu plus dans le corps du sujet du principe d'accountability, c'est qu'il ne convient pas d'oublier que des entreprises sont soumises sans doute d'un côté aux règles de protection des données, que ce soit le RGPD, la LPD actuelle ou la future LPD, voire dans certains cas même la LPD cantonale qu'on connaît par rapport à certaines entreprises en Suisse. Mais il y a évidemment tout un autre ensemble de normes qui s'appliquent également aux entreprises, avec parfois des objectifs ou des directions relativement contradictoires. Et on pense évidemment à l'exemple classique de la lutte contre le blanchiment d'argent dans le domaine bancaire et financier, où évidemment on pousse les intermédiaires financiers à collecter un maximum d'informations sur les clients, les relations d'affaires ou certaines transactions, qui évidemment conduit à une certaine tension avec le principe de data minimization qu'on connaît en matière de protection des données. Et à mon sens, cette tension, elle existe. Il convient d'en prendre acte et de documenter de quelle manière l'entreprise essaye de réconcilier au mieux ou de procéder à des arbitrages entre parfois des réglementations qui ne sont pas tout à fait équivalentes. Autre exemple, la loi sur la concurrence déloyale. On l'a vu tout à l'heure dans le cadre de la présentation de Mme Matet, que certes, le consentement est un motif justificatif qui est important, mais ce n'est certainement pas le seul motif justificatif, et d'autres motifs justificatifs peuvent être invoqués, mais il ne convient pas d'oublier en même temps que dans notre loi sur la concurrence déloyale, notamment s'agissant de certaines activités de marketing, vous avez l'article 3, lettre O de la LCD qui impose la nécessité d'obtenir un consentement par rapport à certaines activités. Et donc, alors même que pour certaines activités, la réglementation en matière de protection des données offre un panel relativement large de motifs justificatifs, parfois d'autres réglementations, dans mon exemple la LCD, restreignent ou imposent d'obtenir le consentement par rapport à un certain type de traitement. Donc finalement, la mise en œuvre de ce principe d'accountability, certes très important, doit aussi se faire à la lumière des autres normes qui s'appliquent à une entreprise.
Pour rentrer peut-être un tout petit peu dans le vif du sujet, mais surtout pour vous fournir peut-être un certain nombre de takeaways, nous avons essayé de refléter dans les slides 34 et suivantes que vous avez reçues un certain nombre de réflexions que nous avons développées avec nos clients quant à la manière concrète de mettre en œuvre ce principe d'accountability. Je n'aurai pas l'occasion, dans le cadre de ce flash de 10 minutes, de passer en revue chacun de ces axes de réflexion que je vous laisse évidemment découvrir, mais j'aimerais mettre l'accent sur 2 points. D'une part, la question du devoir d'information, c'est le point 3 et 4 sur la slide que vous avez sous les yeux, et d'autre part, la question des relations avec des récipiendaires de données personnelles. S'agissant du devoir d'information, c'est évidemment un concept cardinal. Madame Mathey en a parlé, on en a beaucoup entendu parler sur les 2 dernières années. Les 2 points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, après d'une certaine manière 2 ans de vie avec des privacy notices pour en tout cas des entreprises qui ont été soumises au GDPR, c'est d'une part que la privacy notice en tant que telle est un document évolutif. Et donc le document qui a été préparé il y a 2 ans, il y a 1 année, devrait, à notre sens, être mis à jour ou revu, en tout cas, à intervalles réguliers. Et la situation qu'on vit à l'actuelle est, à mon avis, un exemple caractéristique dans la mesure où, suite à la crise de pandémie à laquelle on est soumis à l'heure actuelle, d'une part, un certain nombre de processus ont été mis en œuvre dans une certaine urgence, et on peut penser naturellement au basculement vers un télétravail généralisé, ou d'autres checks en matière de santé par rapport aux collaborateurs ou par rapport aux tiers qui rendent visite à des entreprises. Un certain nombre de ces processus sont temporaires, vont peut-être être abandonnés. D'autres processus comme le télétravail vont sans doute rester même une fois que la présente crise est terminée. Et donc, ces différents processus amèneront très vraisemblablement également des changements au niveau de la privacy notice. Par exemple, la privacy notice qui s'adresse aux employés. Et l'autre point, c'est que la privacy notice, à mon sens, ne doit pas être vue en isolation. D'une certaine manière, elle s'inscrit dans une chaîne dont un premier maillon est la préparation du registre des processus de traitement, le point 2 sur ma slide, préparation du registre et mise à jour régulière du registre, qui est un travail fastidieux mais indispensable, car c'est sur cette base-là que l'on va pouvoir informer les personnes, donc c'est d'une certaine manière le fondement sur lequel se construit la privacy notice. Et d'autre part, en aval de la privacy notice, il faut évidemment mettre en place toute une série de processus qui permettent de répondre aux différents droits qui sont accordés aux personnes concernées et qui sont rappelés et spécifiquement font l'objet d'une information spécifique dans la privacy notice. On pense évidemment par exemple aux questions sur les informations sur les transferts transfrontaliers, les requêtes d'accès évidemment, les requêtes en effacement. Et donc non seulement évidemment il faut informer les personnes concernées dans le cas de la privacy notice, mais il ne faut pas oublier qu'ensuite il faut qu'il y ait un processus qui vient se rattacher d'une certaine manière à chacun des points qui est évoqué dans la privacy notice, et un processus qui à mon sens doit être d'une part rapide, d'autre part efficace pour l'entreprise, donc dans la mesure du possible peu gourmand en ressources financières et humaines, et d'autre part assurer une certaine cohérence dans la mesure où ça me semble essentiel de s'assurer que le même type de requête est répondu de la même manière face aux différentes personnes concernées. Et l'autre point sur lequel je voulais brièvement attirer votre attention s'agissant de ces actes de réflexion, c'est le point 5 sur la slide que vous avez en ce moment affiché. C'est la question de la documentation des relations avec les personnes auxquelles l'entreprise confie des données personnelles. Et là, on assiste en fait à un effort assez important d'essayer de classifier en quelle capacité agit l'entreprise qui reçoit des données personnelles. Elle peut soit agir en tant que ce qu'on appelle controller indépendant, c'est-à-dire qu'elle-même, elle reçoit des données personnelles pour, par exemple, vous fournir un certain service, ou bien elle peut agir en qualité de sous-traitant, de processor. Donc, d'une certaine manière, c'est celui qui traite des données personnelles pour le compte du responsable de traitement. Donc, il faut que la nature même du service soit liée à un processus de traitement de données personnelles. Et on peut penser, par exemple, aux solutions de stockage ou autres types de solutions applicatives de type cloud computing qui sont typiquement des relations controller to processor. Et on peut imaginer des situations où finalement le tiers n'a accès qu'à titre fortuit
finalement à des données personnelles dans le cadre de la fourniture d'un service, par exemple le troubleshooting dans le monde de l'IT, où le récipiendaire sera ni un controller ni un processeur. Tout ça pour dire que cette classification du récipiendaire en controller, processeur ou autre est très importante dans la mesure où elle aura un impact sur le contenu de la relation avec ce tiers. Par exemple, si on a affaire à un sous-traitant, on devra mettre en place un contrat de sous-traitance qui remplit les exigences de l'article 28 GDPR ou son équivalent en droit suisse. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas non plus dire qu'il ne faut rien faire par rapport à des transferts de type controller to controller, où là aussi, il y a un intérêt à mettre en place un accord de type controller to controller, mais probablement pas justement un contrat de type controller to processor pour éviter notamment la responsabilité pour le controller s'agissant des activités du sous-traitant. Et donc, du coup, là aussi, cette qualification juridique est une question relativement délicate en pratique, mais qui impose aussi une certaine réflexion et une certaine documentation qui permet ensuite elle-même de satisfaire au principe d'accountability. J'en termine là. Vous vous rendez compte que j'aurais pu parler encore longtemps de ce principe de conformité. J'espère que les différents points de réflexion sur les slides vous sont utiles et je cède volontiers la parole à ma collègue Marine Largan qui va évoquer un certain nombre de différences qui peuvent exister à l'heure actuelle entre le RGPD qui existe et la future LPD qui nous a été présentée tout à l'heure par la madame. Merci Philippe. Voilà, alors je vais dans cette présentation vous mettre l'accent en fait sur certaines divergences principales entre le règlement européen sur la protection des données et puis le projet de loi sur la protection des données dans sa version du 18 mai 2020 qui, comme nous l'avons vu, n'est pas la version finale puisque certaines divergences sont encore discutées avec les chambres. Premièrement, je pense votre attention sur le fait aussi que le tableau que vous avez devant les yeux, normalement, excusez-moi, voilà, c'est la bonne slide, voilà, ne reflète que le traitement des données personnelles par les personnes privées à l'exclusion du traitement par les organismes publics. Voyons maintenant quelques aspects choisis de ce tableau. Commençons par les données personnelles sensibles. Dans le cadre du règlement européen sur la protection des données européennes, le traitement des données sensibles est vraiment axé sur le consentement explicite qui est la base légale centrale pour le traitement de ces données. Bien sûr, d'autres bases légales sont envisageables, telles que le droit de l'Union européenne ou bien le droit national. On voit aussi comme autre base légale qui est un peu plus résiduelle la sauvegarde d'intérêts vitaux ou encore le fait que la personne concernée a rendu public les données sensibles. Par contre, du point de vue du droit suisse, a priori, tous les motifs justificatifs sont envisageables. Il faut par contre vraiment être vigilant sur l'analyse au cas par cas du traitement de ces données personnelles, puisque le principe de proportionnalité prend toute son ampleur ici. Il conviendra de faire une pesée entre les intérêts du responsable de traitement au traitement des données et puis les intérêts de la personne concernée à la protection de sa personnalité. Donc, plus les données sont sensibles, plus le motif justificatif, a fortiori, doit être solide. Voyons maintenant les aspects de droit de l'information, voilà, qui sont évoqués de manière beaucoup plus large par le règlement européen sur la protection des données. Donc là, on voit beaucoup plus de détails qui sont à fournir par les responsables de traitement, tels que par exemple les coordonnées Data Protection Officer, la base juridique du traitement, la durée de conservation des données personnelles. Il faut également lister les droits de la personne concernée par rapport aux droits suisses où seulement les informations nécessaires pour que la personne concernée puisse faire valoir ses droits est suffisante. Donc, on a plus de détails au niveau du règlement européen où il faut encore expliciter les conséquences du refus de fournir les données personnelles pour la personne concernée. Donc, toute cette liste de précisions
en matière de droit à l'information n'est pas prévu par le projet de droit suisse. Par contre, il y a une information supplémentaire qui n'est pas prévue par le règlement européen, et Madame Mattel a mentionné, c'est l'obligation pour les responsables de traitement de fournir la liste des États étrangers en cas de transfert de données, contrairement au règlement européen qui prévoit seulement l'information des différentes catégories de destinataires. On remarque aussi que les restrictions, les exceptions à la communication d'informations est plus étendue dans le projet de droit suisse. En particulier, le responsable du traitement peut faire valoir ses intérêts prépondérants dans la mesure où il ne transfère pas les données à un tiers pour éviter, restreindre, voire supprimer toute information aux personnes concernées. Il peut aussi faire valoir les intérêts prépondérants d'un tiers. Donc, par exemple, lorsque certaines données personnelles d'un tiers seraient divulguées dans le cadre de l'information aux personnes concernées. Et une autre exception entre en jeu, c'est le fait que l'information empêche totalement d'atteindre le but du traitement. Donc, par contre, cette exception doit vraiment être appréciée de manière très restrictive. En effet, elle ne doit être mise en œuvre que si l'information est totalement contraire au but du traitement. En particulier, le message du projet LPD donne un exemple qui est parlant, c'est celui du journaliste d'investigation qui ne bénéficierait pas des exceptions applicables aux médias et qui, du coup, pourrait faire valoir justement cette exception pour éviter de donner des informations aux personnes concernées qui pourraient préjudicier, parasiter le développement de son enquête. Voilà pour le droit de l'information. Passons maintenant à quelques aspects comparatifs concernant le profilage. Voilà. Comme il a été mentionné par Madame Matet, on a une notion assez particulière dans le projet LPD qui est le profilage à risque élevé et qui ne se retrouve pas dans le règlement européen. Donc, dans le règlement européen, on voit que le profilage est plutôt traité en fonction du but en fait, de ce profilage. Donc, si le profilage a pour but de prendre des décisions automatisées, ce qui a un impact certain envers les personnes concernées, en ce cas-là, le consentement de la personne concernée est nécessaire, à moins qu'une disposition légale permette le profilage, ou bien que le profilage soit nécessaire à l'exécution d'un contrat. Dans tous les cas, le responsable du traitement devra mettre en œuvre le droit d'être entendu de la personne concernée et prévoir la possibilité d'une intervention humaine, donc pour éviter que le traitement des données dans le cadre de ce profilage soit fait totalement de manière automatisée. Dans le cadre des autres moyens de mettre en œuvre le profilage, après les bases légales sont libres. Par exemple, lorsque le profilage est basé sur l'intérêt légitime du responsable du traitement, la personne concernée peut à tout moment s'opposer à ce profilage. Par contre, le responsable du traitement pourra opposer des moyens, des motifs légitimes et impérieux qui primeraient sur les intérêts de la personne concernée. Dans le cadre du profilage à des fins purement de prospection, donc profilage pour des fins de marketing, la personne concernée a vraiment un droit absolu d'opposition, c'est-à-dire que le responsable du traitement ne pourra pas faire valoir ses intérêts prépondérants, des motifs légitimes, impérieux, pour pouvoir continuer le traitement. Il devra cesser tout traitement à des fins marketing en cas d'opposition. Voyons maintenant dans quel cas les autorités de contrôle doivent être consultées par les responsables de traitement. Il s'agit ici soit de consulter, de requérir l'autorisation ou d'informer l'autorité de contrôle. Donc, en vertu du règlement européen, la consultation de l'autorité de contrôle est requise lorsqu'il ressort d'une analyse d'impact qu'un risque élevé résiduel perdure pour les personnes concernées. À titre comparatif, dans le cadre du projet LPD,
si le délégué à la protection des données a été consulté dans le cadre de cette analyse d'impact, la consultation du délégué n'est pas nécessaire. Il y a aussi le cas du transfert des données vers un pays qui ne bénéficie pas d'une décision d'adéquation, donc qui n'offre pas un niveau de protection adéquat. Dans ce cas-là, certaines garanties doivent être mises en place et en fonction de ces garanties, un contact avec l'autorité de contrôle peut être nécessaire. Donc, par exemple, lorsque les parties mettent en œuvre des clauses contractuelles, donc qui ne sont pas les clauses standards de l'Union européenne, il faudra requérir en vertu du règlement européen l'autorisation de l'autorité de contrôle. À titre de parallèle, en droit suisse, une information préalable du préposé est suffisante quand on met en œuvre ces clauses contractuelles. Par ailleurs, lorsque le transfert de données à l'étranger est basé sur les dérogations de l'article 49 du règlement européen, telles que le consentement de la personne, l'exercice des droits en justice, l'exécution d'un contrat, il convient ici également d'informer l'autorité de contrôle. Ceci n'est d'ailleurs pas prévu par le projet de droit suisse. Et enfin, dans tous les cas, aussi bien en droit suisse qu'en droit européen, il convient de requérir l'approbation de l'autorité de contrôle pour mettre en œuvre des règles d'entreprise contraignantes. Voilà, j'en ai fini avec mon petit tour d'horizon des divergences importantes entre le règlement européen et puis la loi suisse. Et je repasse la parole à Pierre-Marie Glauser pour la suite des présentations. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup, Antoine et Philippe, pour ce tour d'horizon, enfin pour ces flashs sur la LPD. Voilà, Marine, on te voit arriver. Désolée, il y a eu un problème de Il n'y a caméra. pas de souci. Alors, maintenant, on va passer on a fait ce premier volet LPD suisse. On a maintenant le plaisir d'accueillir Cyril Pierre-Bos et Michael Thomé qui vont aborder la question sous l'angle européen et nous parler des 2 ans d'expérience dans le domaine de la RGPD. Messieurs, la parole est à vous. Bonjour et merci à Auberson Abels de nous donner l'opportunité une nouvelle fois de vous parler et de vous présenter un peu la situation en Europe. Donc la situation est celle-ci aujourd'hui. Nous avons 2 ans de GDPR derrière nous. Le GDPR, bon, très clairement, il est rentré maintenant dans les habitudes et les réflexes des organisations. Et ce qu'on peut déjà dire en forme de bilan, c'est que la préparation initiale à la conformité, et Philippe en a parlé notamment, le fait de travailler sur le registre des traitements, qui est une tâche fastidieuse, mais qui est nécessaire, le fait d'avoir des bons contrats, notamment entre responsables conjoints d'un traitement ou avec des sous-traitants, tout ça est un travail assez considérable qu'il faut faire au début. Et pour l'instant, le bilan n'est pas très brillant, c'est-à-dire qu'on constate quand même qu'il y a une qualité très inégale d'une organisation à une autre par rapport à ce travail-là, qui vient notamment du fait qu'il n'y a pas eu de guidance au bon moment des autorités, en tout cas une guidance assez lacunaire. Ensuite, il y a eu aussi beaucoup de nouveaux entrants sur le marché des données personnelles, avec des gens qui n'étaient pas particulièrement spécialistes et qui se sont érigés d'un seul coup en prophètes et qui ont parfois fait des dégâts dans les entreprises et vidé les budgets. Et donc, je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a qu'un seul moyen de bien faire une mise en conformité aux règles en matière de protection des données, c'est l'huile de coude. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller chercher l'information en interne, ce qui implique d'avoir une bonne coopération, de faire une analyse humaine et non pas technologique des différents traitements, d'avoir une documentation, je dirais, faite à la main. Les outils d'automatisation un peu magiques qu'on a vu apparaître sur le marché, très clairement et sans aucune exception, ils ont abouti à des échecs et ils n'ont pas pu donner les promesses qui étaient données, tout simplement parce que l'analyse requise en matière de protection des données est beaucoup trop fine et subtile pour permettre une réelle automatisation. En tout cas aujourd'hui, peut-être que d'ici une demi-génération ou une génération, on aura de l'intelligence artificielle qui viendra nous faire des trucs formidables. Pour l'instant, très concrètement, ça a juste été un empilement de pages totalement inexploitables et souvent les entreprises ont dû reprendre à la base et faire face à des demandes parfois pressantes des autorités. Voilà. Donc ça, c'est le tout premier élément que je voulais vous donner. Je donne la parole à Michael pour qu'il il montre ce slide et les suivants et je réinterviendrai de temps à autre. Oui, je soulignerai ce qui a été mentionné par
par M. Pierre-Beauce pour vous indiquer qu'en fait, aujourd'hui, on peut vraiment dire quand même que le RGPD est entré dans une nouvelle phase, puisque la protection des données fait quand même partie aujourd'hui de la discipline au quotidien à laquelle les organisations doivent s'astreindre. Donc, il y a eu cette première phase de panique aux alentours du 25 mai 2018. On est passé plutôt aujourd'hui au day-to-day, mais la protection des données continue quand même à rester un point assez élevé dans l'agenda des organisations, ne serait-ce que parce que les situations de data breach restent très fréquentes, comme l'a mentionné Antoine Amiguet, ou encore que les contrôles se sont quand même multipliés, ainsi que les procédures de sanctions à l'encontre des organisations. Pour parler d'une actualité que nous avons tous vécue, même si je préférais éviter d'avoir à vous en parler, la situation Covid a également généré des prises de position multiples des autorités. Alors, on reviendra sur ce point, parfois de manière timide, parfois de manière également maladroite, mais un retour sur les 2 années passées nous permet quand même d'indiquer que l'effort très conséquent qui a été fourni par les organisations fait qu'aujourd'hui, on doit en fait raisonner au quotidien dans les opérations avec des concepts qui sont relativement classiques, puisque les racines de cette réglementation remontent aux années 70, mais que peut-être les organisations n'étaient pas suffisamment familiers avec ces notions que les spécialistes connaissent de licéité, de transparence des traitements, de minimisation des données, de respecter un principe de finalité, que les données ne doivent jamais être conservées au-delà de ce qui est nécessaire, ou encore que la sécurité des données doit être préservée. Donc au cours des 2 dernières années, ce que l'on voit également du point de vue des organisations que l'on accompagne, c'est malgré tout une certaine lenteur dans l'intégration de ce nouveau règlement dans leur gouvernance, puisque le DPO a dû prendre sa place, le Data Protection Officer, aux côtés d'un responsable de la sécurité de l'information, avec la coopération des métiers ou du service informatique et avec une implication nécessaire de la direction, ne serait-ce que pour arriver à démontrer que l'organisation prend ses responsabilités, comme a pu le souligner Philippe Tischer. Donc, malgré ces constats donc, plutôt positifs dans le sens où RGPD a dû être pris en compte par les organisations, on doit néanmoins considérer, on peut ignorer qu'il y a des difficultés sérieuses et que ces difficultés persistent, puisque la caractérisation des rôles, par exemple, de responsable de traitement et de sous-traitant reste quelque chose de relativement complexe, difficile, voire pénible pour les organisations. Il y a un certain allongement et un durcissement des négociations contractuelles qui en résultent. Et c'est un mouvement qui, selon nous, va continuer parce que ça reste un exercice relativement difficile. On a vu notamment d'anciens sous-traitants qui voulaient devenir des responsables, voire des co-responsables du fait de leur implication dans les traitements. On a vu des tentatives d'insertion de clauses de limitation de responsabilité ou d'exonération de responsabilité dans les contrats par une partie ou par l'autre. On voit des tentatives de transférer les responsabilités sur une autre partie. Donc on voit que tout cela est relativement délicat, difficile. C'est le même constat qu'on peut dresser s'agissant du choix de la base légale, puisque aujourd'hui, on doit déterminer quelle est la base légale la plus appropriée pour nos traitements. C'est une exigence relativement importante, puisque les conditions qui s'y attachent et les conséquences également juridiques qui peuvent en découler sont importantes. Pour vous prendre en exemple une situation, la Commission européenne a dû publier finalement un guide de questions-réponses sur l'interaction du RGPD avec d'autres réglementations. L'interaction du RGPD avec la réglementation sur les essais cliniques pour venir souligner à quel point le choix de la base légale était important. On a le choix finalement entre plusieurs bases qui pourraient être appropriées dans un contexte de recherche, mais il faut vraiment analyser de manière très fine les différents traitements, que ce soit l'intérêt public, le consentement, l'obligation légale. Tous ne peuvent pas être mis en avant de la même manière selon le traitement considéré, et il y a pu y avoir des malentendus du point de vue des individus et des entreprises
sur leurs possibilités. Il y a notamment eu des malentendus sur le fait que le consentement pouvait être requis pour chaque traitement de données, ce qui n'est pas le cas. Donc, plusieurs fois, les régulateurs et même le Comité européen à la protection des données ont dû clarifier ce point. Et d'ailleurs, à chaque nouvelle recommandation sectorielle ou thématique, voire à chaque nouvelle actualité, il y a ce besoin de clarification. C'est donc que les choses sont loin d'être simples, ce n'est pas une exigence qui va de soi. Pourtant, les sanctions sont de plus en plus nombreuses et aujourd'hui, les responsables de traitement doivent respecter les conditions d'un consentement valide. Par exemple, c'est notamment la raison pour laquelle l'autorité suédoise, ça a été l'une de ses premières sanctions, a sanctionné un organisme qui n'avait pas respecté l'exigence d'un consentement libre dans le contexte d'installation d'un système de reconnaissance faciale à l'intérieur d'un établissement scolaire. La dernière difficulté… Peut-être, Michael, sur les bases légales, juste un mot quand même, on a vu que certaines guidances d'autorités nationales étaient très restrictives en matière, par exemple, d'essais cliniques, en matière de recherche, et on voit aujourd'hui, au contraire, une sorte de rétropédalage dans le contexte dans lequel on est, ce qui est assez malheureux, évidemment, parce que c'est en temps normal qu'on devrait favoriser et laisser la recherche se développer, et on a quand même, en tout cas pour un certain nombre de dossiers qu'on a eu à connaître, pu vérifier qu'il y a quand même une très très grande frilosité de certaines autorités nationales. Et puis là, évidemment, aujourd'hui, pour prendre une expression un peu populaire, je dirais que le bar est ouvert et qu'on peut faire beaucoup de choses de manière beaucoup plus facile, parce qu'on est maintenant dans une situation un peu tardive, entre guillemets, parce que j'espère bien que pour les prochaines échéances, on aura l'occasion de pouvoir faire de la recherche plus facilement avant qu'on se retrouve dans une situation de crise. Voilà. Et autre difficulté que je souhaiterais souligner, c'est au regard de ce nouveau principe qui est le privacy by design, donc l'obligation de protéger les données, d'assurer et de définir les traitements de manière à ce qu'ils protègent les données dès la conception et par défaut, on voit que finalement cette exigence qui est relativement novatrice peine à être mise en œuvre par certaines entreprises. C'est lié notamment à la grande difficulté de faire évoluer les systèmes existants, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations que nous accompagnons continuent d'avoir des données stockées dans des systèmes divers où il est difficile, par exemple, de supprimer ou de détruire les données en fin de vie. Donc ça fait partie des premiers constats que l'on peut faire des 2 dernières années d'application du RGPD. D'autres constats sont liés à la mise en œuvre des droits des personnes. RGPD a eu un impact important sur l'information, l'exercice des droits, la définition de nouvelles conditions pour le respect de ces obligations. La mise en œuvre de l'obligation d'information dont Mme Mathey nous a parlé et qui sera traduite également en droit suisse a suscité des efforts assez importants des organisations pour satisfaire à une certaine transparence, en tout cas une transparence accrue par rapport à l'état passé du droit. Et de ce point de vue, cela n'a pas été toujours évident. C'est la raison pour laquelle les organisations ont dû être éclairées et que le Comité européen à la protection des données a apporté des lignes directrices, là aussi, pour venir clarifier ce que RGPD exige en termes de concision. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être transparent, compréhensible, avoir une information aisément accessible? Qu'est-ce que ça veut dire de recourir à un langage clair et simple? Donc le Comité européen à la protection des données a donné une explication un peu plus détaillée de ce que cela signifiait, mais pour autant, il reste difficile aujourd'hui pour les organisations d'arriver à être à la fois complète sur l'information à diffuser auprès des personnes concernées et concise. Pour donner c'est important à mon sens aussi de souligner que au niveau de l'organisation qui doit faire face à cette obligation de transparence, il faut partir du principe qu'il n'y aura jamais de version finale d'une notice d'information qu'on donne aux personnes. En fait, c'est par définition un document dynamique, et donc il faut trouver aussi des canaux de communication qui sont adaptés pour pouvoir faire connaître les nouvelles versions, entre guillemets, et les nouveaux changements, parce qu'on ne sera jamais exhaustif dès le début, parce que les opérations, les activités vont évoluer, parce que nos systèmes aussi vont changer et que de nouveaux types de traitements vont arriver ou qu'on va utiliser un nouveau sous-traitant en dehors de l'Union européenne, par exemple. Donc il va y avoir des
en permanence des changements, donc il faut bien concevoir ça. Beaucoup de gens ont fait des mailings au monde entier lorsque le GDPR est entré en vigueur et n'ont plus rien fait par la suite. Or, les gens s'attendent à une sorte de parallélisme des formes. Si la première fois vous êtes venu me chercher en m'envoyant un email sur les traitements de mes données, je vais m'attendre au fait qu'à chaque fois que vous allez le changer, vous allez le faire de la même manière. Et personne ne le fait de cette manière-là. Donc, lors de la mise en conformité initiale, il est préférable d'avoir une approche, je dirais, plutôt humble et silencieuse plutôt que de faire beaucoup de bruit comme certains l'ont fait pour une mise en conformité initiale et aujourd'hui, très clairement, ne sont plus au niveau et n'ont pas fait connaître aux gens les nouvelles informations qu'ils auront dû faire communiquer dans le temps. Donc il faut trouver une méthode équilibrée et ne jamais oublier non plus que sur ces notices d'information, il y a beaucoup d'ingénierie à faire. On pourra certainement en parler au moment de la mise en œuvre des droits dont Michael va parler. Effectivement, la mise en œuvre des droits présente elle aussi un certain nombre de défis pour les organisations. Donc après un nombre très important de demandes d'exercice des droits aux alentours du 25 mai, on voit quand même en tout cas une petite accalmie au niveau des sollicitations sur ce point, du point de vue des organisations que l'on a conseillées, du point de vue des plaintes dont font toujours l'objet des autorités. Là, il est vrai que l'on fait face toujours à une augmentation du nombre de plaintes, mais ce que l'on a vu du point de vue des organisations, c'est que il n'est pas toujours facile de gérer les droits exercés par les personnes, les droits classiques, type droit d'accès, droit d'opposition, mais également les droits nouveaux, parce qu'il faut arriver à sensibiliser en fait le personnel qui est en première ligne pour qu'il prenne en compte ces demandes. Il faut faire face en fait au manque d'informations parfois que l'on constate dans les demandes. On n'arrive pas toujours à identifier clairement qu'il s'agit d'une demande d'opposition ou d'une demande d'effacement. Et par ailleurs, peut-être un manque de sensibilisation ou des malentendus ont pu laisser croire aux personnes que les droits étaient des droits quasiment absolus. Or, les conditions posées par le RGPD font que ce sont des droits relatifs dont il faut connaître précisément les conditions. Et ça, souvent l'erreur vient de l'entreprise qui a elle-même dit, par exemple, dans ses notices d'information, parfois un peu sans nuance, vous avez le droit d'accéder à vos données, ce qui est vrai, vous avez le droit de vous opposer au traitement, ce qui n'est pas toujours vrai. Et donc, il y a une petite ingénierie à faire en termes de rédaction de ces notices d'information pour ne pas en promettre trop aux personnes. Parce que sinon, les personnes vont dire, conformément à votre notice d'information, je demande l'effacement de mes données. Or, non, vous n'allez pas toujours pouvoir effacer toutes les données parce que vous avez une obligation de rétention légale, par exemple. Et donc là, vous allez rentrer dans une zone de conflit. Les personnes ne vont pas comprendre pourquoi vous continuez un traitement alors que vous avez promis que vous pourriez l'arrêter sur demande dans votre notice d'information. Et c'est comme ça que naissent les incompréhensions, les frustrations et les plaintes aux autorités qui ensuite, derrière, donnent lieu à des escalades. Voilà. Alors maintenant, comme le dit Michael, on a vu un certain nombre, une inflation de demandes autour de la mise de l'entrée en vigueur du texte, qui sont souvent des demandes un peu punitives. On les revoit encore aujourd'hui. Par exemple, ça fait 37 ans que je suis votre client et je veux avoir accès à la moindre information que vous avez collectée sur moi pendant ces 37 ans. Là, on voit bien que l'idée est d'ennuyer l'entreprise, l'empêcher de fonctionner. Et donc souvent, on a des questions par rapport à ça, parce qu'évidemment, ça provoque, c'est assez anxiogène au niveau des organisations. On note quand même que les autorités de protection des données sont assez peu patientes par rapport à ça. Ces demandes punitives qui sont conçues pour gêner sont une forme de détournement du droit à l'information et on constate que les autorités regardent ça d'un œil un peu froid et ne font pas vérifient si les entreprises et les organisations répondent de manière correcte, mais elles n'emboîtent pas le pas aux gens qui viennent abuser de leurs droits dans le simple but de nuire. Voilà. Et donc elles ont une patience assez limitée parce qu'elles sont là essentiellement pour aider les personnes à faire vraiment valoir leurs droits. Voilà. Bon, on tenait également à vous parler des recommandations, lignes directrices des autorités qui, il faut le reconnaître, se sont multipliées. Et je pense qu'à en juger par l'activité sur les réseaux sociaux et par les nombreux commentaires dont elles font l'objet,
ces lignes directrices sont très attendues, généralement très appréciées des marchés, parce qu'elles viennent clarifier des notions parfois abstraites du RGPD. Donc, on a eu toute une vague de lignes directrices sous ce que l'on appelait le groupe de l'article 29, sur le consentement, ce que c'est qu'une décision automatisée, le profilage, comment analyser une violation de données, un data breach, la portabilité ou encore les analyses d'impact. Mais depuis que le Comité européen à la protection des données est en place, lui non plus n'a pas chômé, puisque tout dernièrement, à la fin avril, plusieurs recommandations ont été publiées dans le contexte Covid-19 sur les traitements de données à des fins de recherche ou sur l'utilisation des données de localisation ou des outils de traçage des contacts. On a eu également une mise à jour de des lignes directrices sur le consentement pour venir préciser ces exigences dans le contexte des cookies. On a également en cours d'adoption des lignes directrices sur le privacy by design qui viennent expliquer aux organisations comment mettre en œuvre les mesures techniques organisationnelles appropriées pour pouvoir démontrer que dès la conception et par défaut, on prévoit ce qui protège le mieux les droits des personnes et leurs données. Donc on a comme ça toute une série de lignes directrices dont on ne va pas pouvoir parler de manière étendue aujourd'hui, mais qui suscitent un grand intérêt des spécialistes de la matière parce que le texte reste, encore une fois, théorique. Il y a de nouvelles notions qu'il convient d'expliciter. Et en parallèle de ces lignes directrices des autorités européennes, on a des lignes directrices nationales qui là viennent nous préciser ce que c'est qu'un traitement à risque élevé, qui viennent nous préciser les traitements types que l'on rencontre dans certains secteurs, au niveau des ressources humaines par exemple, ou dans le cadre de campagnes électorales par exemple. Et quels enseignements en tirer en fin de compte? C'est qu'on a un vrai progrès quantitatif dans la publication de recommandations de lignes directrices, qui est une très bonne chose, mais qu'il reste quand même des incertitudes qui sont nées notamment d'applications divergentes du RGPD par certaines autorités, par les autorités entre elles. Les critiques ne manquent pas, hein. Parfois on reproche à cette guidance d'aller au-delà de la lettre du texte, parfois on trouve qu'elles sont difficiles à appliquer par manque de pragmatisme, qu'elles manquent d'harmonisation ou qu'elles arrivent trop tard, ne permettant pas aux organisations de les prendre en considération dans un stade avancé, enfin un stade d'anticiper en fait la mise en œuvre du RGPD dès la conception des systèmes. Une dernière critique est peut-être celle de la valeur normative des lignes directrices. Là, peut-être Cyril, tu voudrais intervenir, mais aujourd'hui, il est clair qu'elles ont un pouvoir doctrinal, mais la teneur de ces lignes directrices peut soulever des questions du point de vue de leur pouvoir normatif. Dans la plupart des États membres, les autorités de protection des données n'ont pas de pouvoir réglementaire. Et parfois, elles ont un petit peu tendance à imposer des lignes directrices qui sont de simples analyses ou de simples exemples et d'attendre que les organisations les reprennent à la lettre. Je pense qu'il est important d'insister, je reprendrai à mon compte une bonne partie des développements qu'a fait Philippe, sur le principe de accountability. Chacun est responsable de ce qu'il fait. En fait, dans le GDPR, l'idée c'est que chaque entité va se saisir de sa responsabilité en matière de protection des données et va mettre en place les mesures, les politiques, etc. et le staffing éventuellement avec un DPO et les règles de traitement des données qui font que ces traitements vont être conformes au GDPR. Donc l'idée c'est vraiment de dire que chacun est responsable, que les lignes directrices sont intéressantes, qu'il faut les lire, qu'il faut les connaître, et il ne faut pas y coller, entre guillemets, dans la mesure où on peut toujours avoir une bonne raison pour, par exemple, avoir un traitement avec des conditions qui sont un peu différentes de celles qui sont données dans les guidances, d'avoir une bonne justification légale ou opérationnelle pour s'éloigner un petit peu de ces guidances. Ce qu'il faut, c'est toujours documenter ce qu'on fait. Voilà. Accountability signifie documenter. On va justifier. Alors après, peut-être que les autorités ne sont pas d'accord sur tout, mais à partir du moment où on a justifié une pratique et qu'on peut la défendre, alors à ce moment-là, l'autorité ne pourra pas, puisqu'elle n'a pas de pouvoir réglementaire, ne pourra pas, en tout cas dans la plupart des États membres, venir punir parce que vous n'avez pas suivi à la lettre une guidance. Vous ne pouvez être puni que parce que vous avez, ou sanctionné, que parce que vous avez violé le texte. Et violer une guidance, ça n'est pas violer le texte. Ça, c'est un point qui est important. On voit trop de personnes qui suivent évidemment de près les guidances, qui est bien, et qui prennent immédiatement des actions correctives, alors
parfois être nécessaires, mais elles le font simplement parce qu'elles ont peur d'être en défaut par rapport à une guidance qui parfois est un peu excessive, qui parfois surtout est théorique, alors que lorsqu'on a un traitement concret, on peut avoir une bonne raison pour traiter les données de la manière dont on les traite. Donc ne jamais oublier le principe de accountability, suivre à la lettre d'ailleurs une guidance ne vous met pas à l'abri du fait que l'autorité qui a elle-même émis la guidance, ou d'autres, lorsque vous avez des traitements transnationaux, va venir considérer que vous êtes quand même en violation. Donc il n'y a aucune garantie, de toute façon. La seule chose qu'on peut faire, c'est documenter, parce que c'est comme ça qu'on va prouver la bonne foi du fait qu'on a fait une véritable analyse et qu'on a tenu compte des différents textes, des différentes guidances, et qu'on a essayé de faire son chemin à travers cela de bonne foi. Voilà, c'est le moyen le plus adéquat d'essayer de réduire sa responsabilité. Voilà, une autre tendance notable depuis ces derniers mois, c'est quand même les actions pratiques qui ne manquent pas, hein, des actions coercitives beaucoup plus fortes des autorités. Les régulateurs n'ont pas chômé. Il y a un rôle essentiel désormais des autorités de contrôle, que ce soit à travers leur gestion des plaintes déposées par les individus, les audits ou les enquêtes qu'elles réalisent. Il y a de larges pouvoirs d'enquête désormais pour l'ensemble des autorités européennes, qu'on doit néanmoins relativiser parce que les ressources sont limitées ou en tout cas sont en cours de progression. Mais les illustrations de sanctions, en tout cas en pratique, ne manquent pas. Elles couvrent quasiment tous les domaines. Je pense qu'on s'approche ou qu'on a dépassé maintenant la centaine de décisions à travers l'Europe des autorités de protection des données, que ce soit des sanctions de principes essentiels, hein, comme le principe de conservation limitée. On a une illustration en Allemagne de l'autorité berlinoise qui a infligé une amende de 14,5 millions d'euros à l'entreprise Deutsche Wohnen, par exemple, pour avoir mis en place un système d'archivage des données qui ne permettait pas de les supprimer lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. On a régulièrement des sanctions pour des manquements à l'obligation de sécurité, notamment manquer à cette nécessité de mettre en place des procédures de réponse en cas d'incident ou de réponse en cas de trafic réseau inhabituel peuvent donner lieu à des sanctions. Ça a été le cas en Pologne, avec une amende qui environne les 645 000 euros pour un tel manquement. Donc, on voit que ces sanctions ne manquent pas. Donc, il y a une tendance véritablement à mettre en œuvre de manière pratique les principes généraux du RGPD et à tirer les conséquences des manquements. Et on doit tenir compte de cette tendance en même temps qu'un mouvement de fond, je veux dire, qui est illustré notamment dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Là, je serai extrêmement bref sur la suite parce qu'il faut laisser du temps aux questions, mais on voit quand même se dessiner un mouvement d'un rôle créateur de la jurisprudence de l'Union qui a toujours été assez entreprenante en termes d'interprétation de la directive de 95, qui continuera certainement à l'être sous l'ère RGPD. Vous avez dans nos slides quelques illustrations de décisions récentes. On a également un mouvement de fond qui est celui d'un RGPD qui est source d'inspiration à la fois à l'international avec, pour ne pas citer la loi suisse, des lois notamment nord-atlantique, en Californie, au Brésil, en Inde, au Japon, qui soient adoptés ou en cours d'adoption tiennent compte de certains principes qui ont été insérés dans le RGPD. Donc tout ça doit être pris en considération. Michael, l'exemple californien est intéressant parce qu'il est intervenu, je veux dire, il est postérieur au RGPD et on voit bien l'approche américaine qui a longtemps été considérée comme très molle, voire même nulle en matière de protection des données. Et aujourd'hui, on voit par exemple qu'avec ce CCPA, ils sont parvenus à des amendes records contre les GAFA, hein, contre certains des géants de l'Internet, c'est-à-dire qu'ils ont déjà réussi à accomplir, mais là on voit un peu le pragmatisme anglo-saxon, ils ont déjà réussi à édicter les sanctions qu'en Europe, on n'est pas encore parvenu à édicter, en tout cas pas au même niveau, parce que là on parle de milliards quand même, pas au même niveau que ce qu'on est parvenu à faire en Europe. Donc pour l'instant, c'est intéressant de voir l'approche américaine qui est pragmatique, beaucoup directe et qui aboutit en fait déjà à des résultats parce que je pense que ces amendes vont certainement avoir pour effet de changer les pratiques globales probablement pour des raisons techniques. Ces géants de l'Internet, c'est-à-dire que
ce que le GDPR essayait de réaliser, ça sera peut-être finalement, de manière un peu inattendue, une législation américaine qui arrivera à le faire. Voilà, peut-être 2 mots pour terminer sur e-privacy, puisque aujourd'hui, entre la conformité au RGPD et e-privacy, justement, l'effort de conformité des organisations relève du véritable casse-tête. En 2 mots, le RGPD n'est que l'un des textes de référence en matière de protection des données. En parallèle, il faut considérer les règles applicables aux communications électroniques qui sont issues de la directive e-privacy. Tout ce champ du droit lié à la réglementation e-privacy, c'est-à-dire ce qui va s'appliquer aux cookies, aux règles relatives à la confidentialité des communications, est en cours de réforme. Reste à savoir quand la réforme arrivera à son terme, mais de notre point de vue, ce qui est important, c'est que l'on arrive à conserver une approche pragmatique, c'est-à-dire notamment en matière de cookies, arriver à simplifier les choses pour qu'on arrive à s'y retrouver finalement entre les dernières positions de la Cour de justice de l'Union, les lignes directrices qui peuvent être divergentes des autorités sur la question, arriver à savoir comment se conformer tout simplement. Voilà, en guise de conclusion, je redonne la parole à Cyril. Merci. Moi, je voudrais juste finir par 2 petites choses. Un mot sur le Brexit déjà. Donc le Brexit du point de vue données personnelles est un peu une catastrophe parce que les Anglais, avec leur pragmatisme habituel, arrivaient à instiller dans les guidances européennes une certaine dose quand même d'aspects pratiques et un petit peu business friendly, tout en étant, je pense, toujours dans les clous des règles européennes. Or, on sent quand même un durcissement considérable de la guidance européenne depuis le référendum dès 2016. Et les Anglais ont été mis sur la touche et ça se sent considérablement. Aujourd'hui, on va dire, au sein des autorités européennes, il y a clairement des hardliners, des pays qui sont vraiment durs dans leur guidance, certains États baltes, la République tchèque, l'Autriche, souvent le Luxembourg derrière d'ailleurs aussi. Mais il n'y a plus réellement d'État, on va dire, plus flexible ou plus laxiste. Il y avait l'Irlande, mais l'Irlande n'ose plus trop parler depuis l'affaire Schrems. Donc en fait, on a aujourd'hui un certain durcissement et c'est très dommage. Voilà, ça c'était un petit mot que je voulais dire. Et sinon, à part ça, je voulais juste revenir un tout petit peu sur les contrats et la partie controller to processor dont on a parlé, et sur le fait, comme le disait Michael, que la qualité des contrats n'est pas toujours très bonne. Et je pense que ça, c'est un point qui est important. On voit beaucoup de gens qui essayent d'échapper à leurs responsabilités. Et on a eu un exemple assez intéressant d'une des principales banques luxembourgeoises qui utilisent un prestataire de services pour faire des due diligence. On aura certainement l'occasion d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans quelques instants, puisqu'une question a été posée sur ce type de recherche. Et donc une banque confie à un prestataire très pointu ce genre de recherche et d'un côté a envie de lire les rapports sans doute très croustillants donnés par cette entreprise qui nous arrive de conseiller, et d'un autre côté, a très peur des sources, des données qu'ils vont avoir, est-ce qu'ils ne vont pas être trop intrusifs de la vie privée. Et donc, du coup, ils ont décidé, dans le cadre contractuel, de ne pas assumer leur traitement et de dire, en fait, que l'entreprise qui effectue ces customer due diligence agit comme responsable complètement séparé, comme si cette entreprise avait envie de commencer à traiter des données sur des gens qu'elle ne connaît pas et avec lesquels elle n'aura jamais de relation contractuelle. Évidemment, elle agit comme sous-traitante de la banque puisqu'elle agit à ses instructions et qu'elle ne fait des contrôles que sur les personnes que la banque a déterminées. Donc on voit, et on a été obligé de signer un contrat comme celui-ci, qui est mauvais et qui ne reflète pas la réalité. Ce n'est pas très gênant pour notre client qui est le sous-traitant ici et qui va continuer à se comporter comme un sous-traitant. Par contre, ça ne va jamais protéger la banque. Voilà. Donc, il y a un peu d'émotionnel qui rentre dans ces négociations contractuelles. Et moi, j'appelle à chaque fois à la raison. Et malheureusement, on doit passer du temps. Et ça fait partie de la mise en conformité GDPR de parfois venir faire de la pédagogie à l'égard d'autres qui n'ont pas la bonne compréhension ou qui sont pas conseillés ou mal conseillés ou qui ne perçoivent pas l'enjeu et qui sont souvent paralysés devant les amendes. Et en fait, on n'échappera pas aux amendes si on ne fait pas son travail. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait, le principe de accountability est rien que cela. Voilà. Je pense qu'on peut passer au panel, puisque certaines questions ont été posées.
Merci beaucoup Cyril, Michael. Effectivement, on va passer maintenant donc il nous reste un petit moment encore, disons, il nous reste une quinzaine de minutes pour passer au panel. Je demanderai à chacun des intervenants, à chacun des conférenciers de brancher sa caméra pour qu'on ait tout le monde sur l'image. Alors, on a reçu pas mal de questions. On a reçu des questions de le Q&A, on a reçu aussi des questions directement par le chat. Je propose d'ouvrir la discussion avec une des questions qui a été posée, qui est de savoir si le consentement est aussi valable lorsqu'il est donné dans le cadre d'une relation de travail d'un employeur-employé. Est-ce que, par exemple, Madame Mathey, vous voulez répondre à cette question? Oui, je réponds volontiers, brièvement, pour qu'on arrive au bout de l'épisode. La question qu'on peut se poser sous-jacente à celle qui est posée, c'est de se dire qu'en fait, le consentement de l'employé ne serait pas libre dans cette procédure. En fait, c'est pas si facile d'y répondre de manière claire parce que ça dépendra du cas d'espèce. En fait, souvent, l'employeur, il va se prévaloir du fait que le traitement des données est nécessaire pour exécuter le contrat. Donc, ça justifierait, serait un motif justificatif à l'atteinte à la personnalité. Je crois que ce qu'il faut juste mentionner, c'est en tout cas le fait que l'employeur ne peut pas déroger aux conditions qui sont précisées à l'article 328B du CO. Et dernier point que je compléterai encore, c'est de dire que le préposé fédéral à la protection des données a publié un guide sur ces questions du traitement des données personnelles dans le secteur du travail. Donc, je vous invite peut-être à aller regarder ce guide, même s'il n'est pas tout récent. Il vous donnera probablement des informations complémentaires encore. Voilà. Alors peut-être un tout petit mot sur la situation dans l'Union européenne. On a une guidance très récente qui vient de tomber par le CEPD, donc le Conseil européen de protection des données, qui souligne ce qui est une réalité dans la plupart des États membres, c'est-à-dire qu'un employé ne peut pas réellement donner un consentement libre à son employeur. Et or, la liberté du consentement est un des critères essentiels de sa validité, parce qu'il est toujours soumis potentiellement à des pressions ou autres, mais peut-être contrairement à ce qui se passe dans certains États membres, cette prohibition de l'utilisation du recours au consentement pour des employés est quasiment totale. Le CEPD ouvre un petit peu la porte pour des traitements, je dirais, qui sont sans réel enjeu, sans réel risque pour de sanctions, par exemple, pour les personnes concernées. Donc, je sais pas, participer à un événement social de l'entreprise, par exemple, et de donner son consentement à ce que son image soit prise et qu'elle soit diffusée sur Internet. Là, on va considérer, par exemple, que le consentement est probablement valable parce qu'il a été donné dans un contexte qui n'est pas réellement de nature à présenter un enjeu et un risque pour les personnes, tel que le consentement pourrait être considéré comme n'ayant pas été libre. Et c'est vrai que c'est une base légale. On recommande dans l'Union européenne généralement d'éviter. Alors typiquement, je parlais du Brexit, les Anglais, eux, considéraient qu'un consentement est toujours valable, conformément à l'approche anglo-saxonne de la liberté individuelle. En Europe continentale, on est toujours beaucoup plus restrictif par rapport à ça, et certains pays ne considèrent toujours pas qu'on puisse donner un consentement valable à son employeur. Merci beaucoup Cyril. Il y a une autre question à laquelle vous venez de faire référence tout à l'heure d'ailleurs Cyril, c'est la question des due diligence. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les informations sont récoltées par le biais de moyens type WorldCheck ou des banques de données, etc. Est-ce qu'on doit informer le client lorsqu'on fait un due diligence sur sa personne et qu'est-ce qu'on doit rapporter à l'autorité compétente par rapport à ces recherches? Oui, merci pour cette question. D'abord, on est en train de parler d'un traitement de données personnelles, hein, en tout cas au niveau de l'Union européenne, parce que ces données sont certes accessibles depuis des plateformes publiques, depuis des sources publiques, mais elles n'en perdent pas pour autant leur caractère de données personnelles. Là-dessus, il faut faire aussi une distinction, ça c'est très important, entre le concept américain de PII, Personally Identifiable Information, et le concept de personal data ou de données personnelles qu'on a dans l'Union européenne. Puisque le concept américain de PII exclut les données publiques, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'Union européenne. Donc le fait d'aller chercher des données sur une source publique ne permet pas d'échapper à quoi que ce soit. Il faut toujours donc respecter les obligations du RGPD. C'est un traitement qui doit figurer dans le registre et c'est un traitement pour lequel les personnes doivent être informées. Alors, on va quand même juste mettre un petit bémol. Tout de
suite, on doit informer les personnes du fait qu'on va faire des traitements sur eux en matière de blanchiment. Ça, par exemple, avant l'entrée en relation d'affaires pour une banque, par exemple. Dès que le contact est établi avec un prospect, on doit lui faire savoir que des données sur elle vont être collectées, puis lui fournir les informations dont a parlé Madame Battet tout à l'heure, et d'être exhaustif, évidemment, par rapport aux finalités qui incluent la finalité de lutte contre le blanchiment. Par contre, évidemment, au moment où on va faire une déclaration de soupçon, donc là on est dans un autre stade, à partir du moment où on va faire une déclaration de soupçon, là on ne va effectivement pas en informer la personne, parce que sinon dans la plupart des États on sera en violation des règles européennes ou des règles du GAFI, et donc on va évidemment pas ni le communiquer activement, ni non plus permettre à la personne concernée qui exercerait un droit d'accès d'avoir accès à cette information-là. Ça va rester secret et l'entreprise, par exemple la banque, ne dira jamais qu'elle a fait une déclaration de soupçon ou qu'elle est en train d'accumuler des informations là-dessus. Il est clair qu'il y a un due diligence initial, la personne doit en être informée lorsqu'on est au stade de la relation d'affaires, et ensuite ce due diligence va être renouvelé dans le temps, autant que nécessaire pour garantir la continuité de la conformité aux obligations blanchiment, mais on n'a pas besoin de l'en informer à chaque fois qu'on met à jour sa fiche ou le due diligence. On informe une fois pour toutes au début. Merci beaucoup, Cyril. Il y a une question qui est arrivée aussi par le biais du chat, pas dans le Q&A, qui faisait référence au slide 31 de la présentation d'Antoine et à l'aperçu synoptique des différentes infractions pénales dont on parle. Et je crois que la personne posait la question de savoir si, lorsqu'il était question de communiquer des données personnelles, de communiquer des données secrètes, est-ce que c'était la même chose que les données sensibles auxquelles Madame Mathé avait fait allusion dans sa présentation? Donc, Antoine, tu peux peut-être clarifier cette question entre données secrètes, données sensibles? Volontiers. Oui, donc, pour rappel, donc, constitue une infraction le fait donc, de révéler intentionnellement des données personnelles secrètes qu'on a acquis dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données. J'avais donné l'exemple d'un thérapeute, par exemple, une profession qui n'est pas visée déjà par l'article 321 CP. Et j'avais souligné le fait effectivement que le mot-clé, c'était le mot secret. Et donc le concept de secret est différent de celui de sensible. Le concept de secret tel qu'il est prévu donc à l'article 56 du projet de LPD est aligné sur la notion de secret des articles 320 et 321 du Code pénal. Et pour qu'une information soit secrète, il faut qu'elle réponde à trois conditions. Tout d'abord, il faut que la connaissance de cette information soit limitée à un cercle limité de personnes, première condition. Deuxième condition, il faut que le caractère confidentiel de cette information soit voulu par l'intéressé. Et puis, il faut encore, troisième condition, que l'intéressé ait un intérêt digne de protection au maintien de ce secret. Donc, pour répondre à la question, des données non sensibles peuvent être secrètes, elles sont donc couvertes par cette disposition. On pense par exemple à des données financières, par exemple, qui ne sont pas sensibles au sens de la LPD, mais qui pourraient être typiquement secrètes. C'est souvent le cas que l'intéressé veut garder ces informations secrètes. Et puis peut-être juste un tout dernier mot pour répondre à la question, c'est que là je vous ai donné la situation selon de la nouvelle loi, enfin celle qui est en cours de discussion au Parlement. À noter qu'à l'heure actuelle, les informations, donc cette disposition pénale existe déjà et elle couvre, elle protège les informations qui sont à la fois secrètes et sensibles, donc un cumul, mais c'est plus le cas dans le projet de LPD. Il suffit que l'information soit secrète pour qu'elle tombe dans le scope de cette disposition. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci Antoine. Une autre question qui s'adresse probablement plus à Philippe, c'était la question dans ton slide, c'est le slide 35 pour ceux qui ont leur présentation sous les yeux. Tu fais référence aux différentes relations entre les intervenants et je pense que la personne qui nous a envoyé la question disait que ce serait peut-être bien que tu reviennes un peu sur ces relations, que tu clarifies les rôles et ces relations entre ces personnes.
Tout à fait. Non, non, c'est une question qui est tout à fait légitime. C'est une question compliquée et c'est un challenge d'essayer d'y répondre de manière brève dans le cadre de ce panel. Je crois que la première chose qu'on doit constater, c'est que s'agissant de ces rôles principalement de controller et de processor, c'est un concept qui est ancré dans le RGPD, mais on connaît, avec peut-être une réglementation un peu moins détaillée, les mêmes concepts, d'ailleurs dans le droit suisse actuel déjà. On appelle ça le maître du fichier, le controller. Demain, ça s'appellera le responsable de traitement. Et d'un autre côté, on a le processor, en français, le sous-traitant. Et c'est vrai qu'on a aussi maintenant une série de guidance, comme ça a été rappelé par Cyril et Mickaël au niveau de l'Union européenne, qui ne sont pas toujours franchement faciles à manier, mais qui en tout cas nous amènent à réfléchir de manière assez intensive à ces questions-là. Si on réfléchit en termes de grandes catégories, on a le rôle de controller, donc de responsable de traitement. C'est celui qui définit les finalités d'un traitement, donc le but d'un traitement, et les moyens du traitement, donc la manière dans laquelle on traite. Donc de manière très high level, le controller, c'est celui qui définit les finalités et les moyens de traitement. De l'autre côté du spectre, on a le processor, donc le sous-traitant. C'est celui qui traite des données personnelles pour le compte d'un responsable de traitement. Donc, c'est une forme d'auxiliaire du responsable de traitement. Et à nouveau, en restant très, très high level, ça a trois conséquences principales. Le premier, c'est que le sous-traitant doit suivre les instructions qu'il reçoit du data controller. Deuxième point, le sous-traitant a un devoir d'assistance à l'égard du responsable de traitement parce que face à la personne concernée, c'est toujours le responsable de traitement qui est en première ligne. Et troisième conséquence, le responsable de traitement assume une responsabilité pour les activités de son sous-traitant. Ça, c'est évidemment la théorie et le diable se cache évidemment dans les détails. Et lorsqu'on a affaire notamment à des transferts de données personnelles, on peut effectivement avoir des rapports qu'on qualifie de controller to processor, donc la situation du récipiendaire prestataire de service qui finalement rend un service directement lié au traitement de données personnelles. Et je donnais l'exemple du stockage dans une solution cloud, qui est un exemple relativement facile à appréhender. Mais on a aussi des situations où le prestataire de service, en réalité, agit comme un contrôleur indépendant. Certes, il traite des données personnelles, mais il le fait à titre incident dans le cadre de la fourniture d'un service. Et là, l'exemple qu'on donne, qui peut sembler peut-être un peu ésotérique à l'heure actuelle, mais on peut toujours rêver, c'est l'exemple de l'agence de voyage, qui est, par exemple, mandatée par une entreprise pour organiser des voyages des collaborateurs de l'entreprise. Certes, cette agence de voyage va traiter des données personnelles, notamment le nom des collaborateurs, mais elle le rendra dans le cadre d'un service d'agence de voyage qui n'est pas intrinsèquement lié à la protection aux données personnelles, et donc on aura plutôt à faire un rapport controller to controller. C'est des exemples très schématiques parce que en réalité, il faut analyser chaque process en tant que tel. Et dans une même relation contractuelle entre deux contreparties, entre la partie A et la partie B, on peut, dans le cadre de la même relation d'affaires, avoir plusieurs rôles. Une partie peut, pour une partie des traitements, jouer un rôle de processeur, pour une autre partie, un rôle de contrôleur indépendant. Donc, c'est très difficile de réfléchir de ces questions, des questions abstraites, mais ça réfléchit vraiment une analyse détaillée. C'est l'huile de coude que Cyril évoquait tout à l'heure pour vraiment comprendre dans un premier temps les services qui sont rendus, ce qui n'est pas toujours facile dans le monde actuel au vu de la complexité des services, et après essayer de les qualifier. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. C'est une question compliquée mais qui montre aussi ton l'enjeu et la fascination qu'on peut avoir pour cette matière. Merci Philippe. Je pense qu'on a encore, il y a une dernière question qu'on peut prendre, mais je pense que peut-être Cyril peut y répondre. C'est la question qui a été soulevée de savoir si la transmission par email remplit les exigences de transparence pour l'information. Cyril, si vous pouvez y répondre vraiment hyper brièvement, parce que je crois qu'il faut qu'on arrive au terme. Je suis conscient que ce que j'ai dit sur l'emailing était effectivement peut susciter des inquiétudes. Il y a plein de moyens de communiquer ces notices d'information. Le mailing peut être un moyen adapté si c'est votre canal de communication habituel avec les personnes avec lesquelles vous interagissez et sur lesquelles vous traitez des données. Mais il peut y en avoir plein d'autres. Ça peut être votre site web, ça peut être la prochaine facture. Et je pense que l'idéal, c'est de ne pas communiquer par email la notice en elle-même, mais de communiquer un lien vers votre site internet sur lequel vous allez mettre une page privacy
et sur lesquels les gens vont pouvoir trouver la notice à jour. Comme ça, la prochaine fois que les gens veulent s'y reporter, si vous, entre-temps, vous avez fait évoluer votre notice d'information parce que vos traitements évoluent, alors vous allez trouver toute la flexibilité nécessaire et vous n'aurez pas besoin de renvoyer des mailings tout le temps. Vous voyez, c'est ce genre d'ingénierie auquel il faut penser, avoir un canal de communication adapté et penser au parallélisme des formes. Merci infiniment, Cyril. Je crois qu'il y a encore une ou deux questions qui sont arrivées. On y répondra par la suite dans le Q&A et qu'on vous transmettra. Je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. J'ai été, en tant que fiscaliste, ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a des domaines aussi compliqués que le droit fiscal et qui nécessitent autant de travail de compliance que le droit fiscal. C'est un domaine absolument passionnant que vous avez évoqué aujourd'hui. Peut-être que je passe la parole à Antoine et Philippe pour dire un dernier petit mot de conclusion. Parfait, merci Pierre-Marie pour la modération. Au nom d'Auberson Abel, je tiens à remercier tous les panélistes pour leur participation à ce séminaire et aussi évidemment tous les participants qui sont venus nous écouter cet après-midi. Et on était très heureux de vous avoir accueillis de manière virtuelle. C'était donc notre 3e séminaire, mais la première fois sous cette forme. Donc la présentation, toute la présentation a été enregistrée, comme ça a été évoqué au début, et on vous enverra dans les jours qui viennent un email avec un lien qui vous permettra, le cas échéant, de revoir ou de revoir un passage de cette présentation. L'email qu'on vous enverra contiendra encore une petite surprise en guillemets, mais je laisse Philippe en parler plus en détail. Merci Antoine. Effectivement aussi, merci à mon tour de remercier tous les intervenants et tous les participants à ce webinaire. Effectivement, le mot de la fin, c'est le suivant. Comme un certain d'entre vous le savent, notre étude publie à intervalles réguliers ce qu'on appelle des legal updates, des petits documents de 2 pages qui visent à illustrer un certain nombre de questions concrètes qui se posent en matière de protection des données. Ça peut être des évolutions réglementaires, des décisions jurisprudentielles, des évolutions du processus législatif en Suisse. Et pour celles et ceux que ces legal updates intéressent, vous pouvez volontiers vous abonner en envoyant un email à news@aubersonabels.com, news@aubersonabels.com. On a décidé dans le cadre de ce séminaire de reprendre ces legal updates et de les compiler sous la forme d'un e-book, un ouvrage électronique qui reflète d'une certaine manière toutes les différentes facettes de cette matière de protection des données qui nous fascine. On a eu beaucoup de plaisir à compiler ces legal updates sous la forme de ce e-book et nous espérons que vous aurez aussi beaucoup de plaisir à le consulter dans la mesure où dans l'email que nous allons vous envoyer d'ici quelques jours pour faire le follow-up de la présentation de ce jour. Nous allons également y inclure le lien vers ce e-book qui vous permettra de consulter toutes les legal updates que nous avons publiées sur les 3 dernières années, classées dans un ordre qui nous a paru logique et intéressant. Comme je disais, nous avons eu du plaisir à préparer ce e-book. Nous avons eu beaucoup de plaisir aussi à participer à ce séminaire. Nous espérons que vous avez eu également un tel plaisir et nous vous disons à bientôt et merci.